En course au large, les meilleurs mondiaux, on sait tous faire avancer vite nos bateaux. Et il y aura deux aspects qui vont faire fortement la différence. C'est l'analyse météo, qui est toujours assez complexe et où on est seul. On est seul à décider à bord. Si on va vite mais au mauvais endroit, on peut quelquefois perdre 2, 3 jours. Et l'autre aspect, c'est l'aspect mental qui est primordial, qui va jouer avec le sommeil, où la gestion du sommeil est super importante en course au large. Et puis, ces petits breaks, cet équilibre, en tout cas, entre performance, gestion du bateau, gestion du bonhomme. Et c'est un équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver, mais qui est indispensable, quoi. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storylifique. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Jonas Jerkens est loin d'être un marin d'eau douce. 4 fois marin de l'année, titre qui salue les résultats mais aussi la contribution d'un skipper à sa discipline, il se classe toujours très haut, voire au sommet des grandes courses au large, tantôt en binôme mixte, tantôt en solitaire. Rencontre avec un compétiteur né dont la détermination lui permet de naviguer contre ou avec vents et marées. Bonjour Jonas Jerkens. Bonjour. Je vais te demander de commencer par te présenter. Alors, moi, c'est Jonas Jerkens, je suis liégeois, j'ai 42 ans et mon métier, c'est d'être skipper, donc de faire de la course au large, donc de piloter des bateaux en course. Donc voilà, et ça m'occupe depuis un paquet d'années, voire même depuis que je suis tout petit, quoi. Donc, voilà. Ouais, on va parler, c'est un parcours qui a commencé très tôt. Tu comparais ton métier à celui de pilote de F1. Ouais, en plus écologique, donc c'est mieux. Vachement, Le oui, tout à carburant fait. qu'on utilise, c'est le vent, donc puis c'est une force magique, je trouve, qui est transparente, mais qui a une sacrée puissance, donc ou pas du tout, ça dépend un peu des Oui, conditions, mais quand tu intéressant. pétole, comme ils disent dans le Ouais, sud. exactement. Ouais. Et du coup, quand tu parlais de ton bolide à toi, donc il peut faire quelle vitesse? Les vitesses de mon bateau actuel, en tout cas, c'est jamais très impressionnant. Ouais, en termes de kilomètres à l'heure, c'est une cinquantaine de kilomètres à l'heure. Donc, en termes marins, les pointes de vitesse, c'est entre 25 et 28 nœuds de vent, nœuds de vitesse, pardon. Donc, c'est des vitesses super élevées. C'est un peu comparé avec la friction qu'on a sur l'eau. On peut pas atteindre les mêmes vitesses qu'une voiture ou un avion, mais sur l'eau, ça reste des vitesses assez impressionnantes. Oui, on voit que ça déménage bien quand même, hein. On te croit Ouais, sur parole. Les images, exactement. tu as de très très belles images qu'on peut trouver facilement sur le web. Pour les incultes, les différences entre les transats, les régates au contact, enfin, éduque-nous un petit peu sur les différentes courses que tu fais. Alors, il y a des régates, donc c'est des courses qui peuvent durer quelques heures. Le type de course bien connu, c'est aux Jeux Olympiques en voile légère. Ça, c'est tous des parcours en 3 bouées. C'est quand même un petit circuit et ça dure 1 heure, 2 heures grand maximum. Donc ça, c'est les régates à la journée. Mhm. Et puis après, les courses au large, les grandes courses au large, en tout cas, ça peut durer entre 2, 3 jours, voire 3 mois pour un tour du monde. Donc, il y a des transatlantiques, des traversées de l'Atlantique qui partent souvent de l'Europe vers les Caraïbes. Et après, il y a les tours du monde qui font tout simplement le tour de l'Antarctique en passant par les 3 caps, le cap de Bonne-Espérance, un cap australien et puis le célèbre Cap Horn. Donc voilà. Donc, ça peut être très, très long. Moi, c'est ça qui me plaît le plus. C'est un peu comparer des courses à la journée, style un rallye à la journée pour des régates locales. Et puis après, les courses au large, c'est plus des styles de Paris-Dakar où ça dure plusieurs jours et c'est non-stop, 24 heures sur 24. Donc, Mhm. c'est ce côté intensif, dépassement de soi et endurance qui me plaît beaucoup dans la course au large, quoi. Et tu fais aussi bien en binôme qu'en solitaire. Oui, voilà, il y a plusieurs formats. Il peut y avoir du double en équipage ou en solitaire. Moi, je favorise plutôt les équipages réduits, donc en double mix, particulièrement avec l'équipe nationale belge qui s'appelle les Red Dolphins, qui est une nouvelle discipline au niveau mondial qui est en pleine expansion. Donc, on espère que ça va devenir un jour olympique. Donc, voilà, on s'y prépare. Et puis après, il y a les grandes courses en solitaire qui sont, en France en tout cas, qui sont très connues, qui deviennent des blockbusters au niveau mondial. En tout cas, c'est la route du Rhum pour la traversée de l'Atlantique. Ça part de Saint-Malo en Bretagne vers la Guadeloupe.
Et puis après, il y a le Vendée Globe. Ça, c'est le tour du monde qui part des Sables d'Olonne et qui revient aux Sables d'Olonne. Mais il faut juste laisser l'Antarctique à droite sur son parcours. Donc, ça fait une sacrée boucle. Ouais. Et puis il y a la petite mini transat qui est très sympa quand même, hein. Ça, c'est... Et voilà. Et après, il y a toute une pyramide dans la course au large pour passer ses gammes et se tester, se former. Enfin, voilà, on ne peut pas prendre le départ d'une route du Rhum ou d'un Vendée Globe en le décidant la veille, quoi. Ouais, non, c'est pas les Donc, mêmes ça ne bateaux non demande plus, pas. hein. Ouais. Non, non, c'est pas les mêmes bateaux, ça demande une sacrée préparation et la mini, la classe mini est un peu l'équivalent du karting en automobile, donc c'est le karting des mers et c'est une super classe pour apprendre plein de choses. Il y a un mix en gros qui est super intéressant en mini, c'est un tremplin pour les futures stars de la course au large et qui veulent en faire leur métier et qui viennent pour la compétition, on va dire. Et puis après, il y a tout le côté aventure d'une vie, c'est d'être au départ d'une mini et terminer une fois la mini transat, une traversée de l'Atlantique en solitaire sans beaucoup d'assistance. Donc c'est vraiment dans des conditions, allez, à rebrousse-poil de ce qu'on fait actuellement avec plein de technologies. Ben, là, la mini transat, c'est limité. On est encore avec les cartes papier, on est encore avec aucune communication avec la Terre, aucune communication satellite. Donc, c'est vraiment, on se retrouve vraiment sur des petits bateaux de 6,50 m, des coques de noix pour traverser l'Atlantique et face à soi-même et aux éléments. Et c'est une épreuve de vie et une aventure de vie qui est assez impressionnante. Enfin, moi, ça m'a fortement marqué et ça reste ma classe préférée et que je conseille de tout le monde passe ta mini d'abord et après, tu te connaîtras mieux que ce soit au niveau compétition ou dans la vie de tous les jours. Donc, c'est assez intéressant. Là. Ouais, j'avais eu la chance d'avoir Marie-Amélie Lénard qui nous en avait parlé sur le podcast et c'était un super chouette entretien, c'est clair. C'était vraiment, j'ai appris énormément de choses. Il y a un mix de population qui est plutôt intéressante. Enfin, on peut avoir des chefs d'entreprise, des médecins, des salariés, des enseignants, enfin, tous les profils. Et puis après, un peu plus les jeunes branleurs qui arrivent à 20 ans et qui veulent se tester aussi, voir s'ils ont le niveau. Et c'est tout un apprentissage de la débrouille d'une part, d'une gestion de projet, gérer une mini-entreprise tout seul aussi. Et ça passe de la préparation enfin, on est vraiment tout seul sur le projet à gérer la prépa technique du bateau, se qualifier, s'entraîner, mais aussi tout l'aspect à terre de gérer un budget, de gérer sa communication, de gérer sa relation avec des partenaires, de chercher des sponsors aussi. C'est un des gros boulots de la course au large, de toute façon, c'est un sport mécanique donc qui est assez cher en coût parce que c'est des bateaux high-tech. On compare ça à la F1, évidemment, mais du coup, ça demande des budgets de fonctionnement qui sont assez importants et voilà, c'est indispensable d'avoir ce soutien de partenaires fidèles et c'est un gros boulot qu'on ne s'attend pas toujours à gérer quand on débute dans la course au large. Parle-nous un peu de la transat Jacques Vabre. Alors, c'est le film que tu vas présenter au festival Into the Wild. Comment ça se passe, cette course? Alors, Transat Jacques Vabre, ben, c'est la plus grande course transatlantique en double, pour le coup. C'est pas en solitaire. Donc, il y a l'équivalent en solitaire, c'est la Route du Rhum. Là, c'est en double. Donc, elle part du Havre en Normandie et il y a un point de passage au Cap-Vert. Et puis, on va l'arrivée est en Martinique. Donc, historiquement, c'est la route du café. Il y a la route du Rhum, il y a la route du café. Enfin, voilà, il y a la route de la soie. Il y a plein de courses qui sont liées à des anciennes routes utilisées dans la découverte du monde, en tout cas. Et elles ont été reprises comme thème pour les grandes courses au large, en tout cas. Et puis, c'est souvent assimilé à un sponsor. Donc là, en l'occurrence, Jacques Vabre. Du coup, c'est assez gourmand, hein, ta transat. J'ai un peu regardé justement ton docu pour préparer. Alors, tu as Lionel Rigolet du Comme Chez Soi, excusez du peu, qui te prépare des petits plats. Tu te fais la transat Jacques Vabre, là, on a le café. Tu es sur un bateau aussi galère, le chocolat. Je sais pas, je trouve qu'il y a déjà une certaine cohérence et tu envisages de faire la route du Rhum. Tu les choisis toujours par rapport à la gastronomie Non, après, c'est toutes des rencontres. Bon, après, je ne vais pas cacher que je suis un grand gourmand, donc c'est un grand désarroi de mon préparateur physique, d'ailleurs, qui galère toujours à me ramener à un poids de sportif de haut niveau, en tout cas en début de saison. Donc, je suis en plein dedans, là, d'ailleurs. Non, c'est sûr que je suis un gourmand. Après, c'est pas lié à. Non, je m'en doute, c'était pour la blague. Je ne cible pas que la gastronomie. Voilà, Galère, Galère, c'est une histoire particulière. C'est de la région liégeoise. La chocolaterie est de la région liégeoise.
Et moi, ma maman habitait pas très loin de cette chocolaterie et je passais régulièrement devant, en tout cas, pour m'arrêter dans le magasin d'usine J'aurais et fait la même chose. acheter quelques chocolats. Donc voilà, quand j'ai débuté dans la course au large, je leur avais envoyé un dossier, mais ça n'avait pas spécialement marché à mes débuts, en tout cas. Et là, il y a un concours de circonstances qui fait que ça a démarré l'année dernière avec eux, en vue entre autres de la Transat Jacques Vabre et de la Route du Rhum. Et je suis ravi qu'ils soient partenaires parce que Eh bien oui, là, j'ai plein de chocolat du coup. comme je t'envie. Et Lionel, c'est plus une rencontre qu'on a faite en 2018. Voilà, lui, il adore la mer et la voile. Et via ma manager, qui est une amie de Lionel Rigolet, elle nous a fait nous rencontrer. Et puis, ça a tout de suite matché, parce que moi, j'étais passionné par son métier, d'ailleurs, et tout, comment il le racontait. Je voulais savoir comment ça se passait avec sa brigade, ou comme chez soi. Et voilà, il me racontait comment il construisait au final des plats, des nouveautés, Ah, ça doit comment être il gérait passionnant tout aussi, ça. Donc, ça. c'était passionnant. Et lui, à côté de ça, il se passionnait par ce que je faisais. Donc voilà, ça a bien marché. Et Lionel est devenu un des deux parrains du nouveau bateau, là, avec Oui. Tive Barrault, la chanteuse. Eux sont copains aussi dans la vie. Et puis, ils ont accepté tout de suite de devenir parrain du bateau. Et ça me plaisait bien de mêler le côté sportif avec le culturel avec Tive Barrault et la gastronomie avec Lionel. Donc voilà, c'était parfait. Ouais, parce que bon, la nourriture, c'est vrai que ça remonte le moral à pas beaucoup de monde. Voilà, j'ai interviewé pour le festival Ouais, aussi déjà, ici Sophie ouais, Plan qui me disait, comment je lui disais comment tu arrives à te remonter le moral, etc. Parfois quand c'était vraiment dur, pédaler dans la neige en Patagonie, elle me disait dulce di leche, la ouais, confiture de ouais, lait oui. bien sucrée. Et puis Ouais. ouais, j'avais eu Mathieu Tordeur aussi qui est allé en Antarctique, là, puis en solitaire, à 52 jours. Ouais. Et aussi le petit carré de chocolat qu'il envisageait quand c'était dur. Il disait, allez, Ouais, exactement, dans ouais. 5 quarts C'est d'heure, ça. fait un petit morceau de chocolat. Donc c'est vrai que c'est important pour le moral, mine de rien, hein. Donc Ouais, c'est... c'est super important. Surtout que bon, c'est pas j'ai pas eu 20 jours de plat de Lionel, hein, donc j'aimerais Non, bien note, hein, mais ouais, c'est ça. c'était pas. Si tu nous Et entends, Lionel. mais voilà, c'est ça. Je lui avais déjà fait un petit appel du pied pour la route du Rhum. Mais ouais, en général, on est plutôt sur des plats lyophilisés qui sont utilisés dans plein d'expéditions, hein, que ce soit en Antarctique ou dans l'espace, c'est plus ou moins le même style de repas. Mhm. Donc, c'est plutôt des plats préparés ou lyophilisés qu'on réchauffe ou qu'on. Voilà, on voit surtout l'apport de calories que ça nous apporte au final, vraiment le côté gustatif. Ben oui. Par contre, là, pour le coup, les 2 premiers jours, ce qu'il fallait manger rapidement, du coup, comme c'était tout Ben frais, oui. c'était un luxe appréciable, on va dire, de pouvoir se préparer un plat. Il nous en a fait deux d'ailleurs, deux plats étoilés sur un bateau de course où on a dû cuisiner. Notre cuisine, c'est un réchaud. Donc, il était venu sur le bateau pour voir comment je pouvais réchauffer ça, quelques petits conseils et voir les quantités aussi pour Pour que ça que je rentre dans m'en votre sorte, petit là. Et bain-marie, là, qu'on voilà, voit exactement. dans le Sur un bain-marie. documentaire. Ouais, ouais. Et voilà, mais c'était génial. Ouais. Ah bah ouais, je suis une grosse gourmande aussi, donc tu vois, je suis en train de pas... Bon, on va pas parler bouffe pendant dans toute Ouais, l'interview, c'est je ça. rassure les auditeurs, mais je suis très gourmande aussi. Bon, Pourquoi il faut que vous penchiez les bateaux? on allait regarder un moment où ça... Il va tomber le bateau, maman, il va tomber. Non, il va pas tomber en plus. Ouais. Alors, on évite au maximum de pencher les bateaux. Après, ce qui fait pencher le bateau, c'est la force du vent, justement, qui vient dans les voiles et c'est ce qui nous permet de faire avancer le bateau au final. Donc, le moteur de mon bateau, moi, c'est les voiles. Donc, les voiles, c'est comme un rempart qui réceptionne l'air et qui nous fait avancer vers l'avant. Après, cette force-là, s'il y avait rien en dessous du bateau pour l'empêcher de basculer, effectivement, il se coucherait sur l'eau et on n'avancerait pas très vite parce qu'on aurait chaviré, quoi. D'accord, Et je vais lui montrer le donc, en schéma du dessous du bateau. bateau, en dessous du bateau, on ne le voit pas toujours, mais il y a un contrepoids au final. C'est ce qu'on appelle la quille. Et au bout de cette quille-là, il y a une sorte de gros bulbe où il y a du plomb dedans qui pèse quasi la moitié du poids du bateau, hein. Ah ouais, ouais. C'est assez important. Et donc, il compense le fait que le bateau penche avec la force du vent et il compense cette force-là pour ne pas que le bateau bascule complètement. Et tout l'équilibre qu'on doit faire, en tout cas en termes de coureur au large,
c'est de trouver le meilleur équilibre possible pour que le bateau avance le plus vite possible. Donc, s'il penche trop, on va être ralenti. Donc, il faut enlever un peu de voile pour qu'il y ait moins de vent qu'on arrive à capturer. Et s'il n'y a pas beaucoup de vent, on essaye de mettre le plus de voile possible pour pêcher le moins de petits souffles d'air. Donc, voilà. J'ai une question de mon autre petite fille aussi. Donc, ça, c'était Valentine que tu as entendu qui vient d'avoir 9 ans. Et ici, c'est Amandine qui en a 7. Ce que vous n'êtes pas déjà tombé dans l'eau. Elle voyait un moment où ça secouait pas mal. Non, c'est pas une bonne idée, encore moins en solitaire, parce que voilà, c'est radical, on le sait bien. Hein, si on tombe en mer, si on tombe à l'eau, c'est voilà, pas une bonne idée en tout cas, parce que c'est notre vie qui est complètement en danger. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne et qu'on se forme pour appréhender tous ces dangers en tout cas et essayer de se déplacer sur le bateau pour le plus en sécurité possible, soit en s'attachant évidemment. On a ce qu'on appelle des bings de vie, donc c'est des cordes qui font toute la longueur du bateau et sur lequel on peut avoir un mousqueton avec un harnais qui vient nous sécuriser de ce point de vue-là. Dans d'autres conditions, selon notre évaluation, on le porte ou on ne le porte pas. Par contre, on essaye toujours de se déplacer en sécurité, c'est-à-dire à descendre notre centre de gravité, quitte à être à 4 pattes constamment. Hein. C'est un de mes déplacements principaux, c'est à 4 pattes. Donc, donc voilà, c'est les genoux qui morphent au final. Mais voilà, il faut absolument rester sur le bateau, quoi qu'il en soit. Et après, ce qu'on fait beaucoup, c'est l'analyse météo aussi. Donc, c'est de ne pas aller se confronter à des tempêtes ou des hauteurs de vagues qui peuvent être trop importantes ou trop dangereuses pour notre bateau et pour notre vie. Donc, c'est une analyse de météo aussi. On sait particulièrement dans ces milieux que la nature, il faut rester humble par rapport à la nature. Ce sera l'océan et la mer qui sera la patronne. Donc, c'est elle qui va dicter sa loi et c'est à nous de savoir si on va jouer avec ces éléments-là ou pas et voir où on met le curseur. En tout cas, si on approche d'une tempête, si on l'évite ou si on va dans des endroits un peu plus calmes, quoi. Et tu dois t'arrêter à quelle hauteur de vague? Parce que j'ai vu que tu parlais de 5-6 mètres, je crois que ça commence à être trop, c'est ça? Oui, voilà, ça dépend des bateaux. Plus le bateau est gros, plus on peut absorber des grosses vagues. Oui, c'est 6 mètres, c'est déjà haut. Donc voilà. Par contre, ça dépend aussi de l'état de la mer. Par exemple, il ne faut pas aller bien loin pour avoir les mers les plus dangereuses du monde. Hein. C'est le golfe de Gascogne, donc entre l'Espagne et la France. C'est une des mers les plus dangereuses parce que il y a ce qu'on appelle le plateau continental. Donc, il y a les fonds marins. Enfin, quand on est au milieu de l'océan, les fonds marins sont entre 3000 et 5000 mètres de profondeur. Donc, l'eau a de quoi passer, en tout cas. Et sur le plateau continental, quand on arrive près des côtes espagnoles ou françaises, ça monte de 3000 mètres à 200 mètres. Et là, l'eau, elle doit quand même passer. Donc, ça fait des vagues qui sont assez abruptes et c'est ça les plus dangereuses. Ce n'est pas toujours les plus grosses qui sont les plus dangereuses, mais c'est celles surtout qui font des talus assez impressionnants et où on n'a pas le temps de rebondir ou de surfer sur la vague. Et c'est ça qui est assez exigeant pour le matériel et pour le bonhomme, quoi. Oui, parce que justement, on va parler, tu as fait une belle aventure, tu as fait construire ton propre bateau récemment, et on voyait la coque, effectivement, c'est très fin. C'est en quel matériau pour avoir la résistance voulue? Alors, de nouveau, il y a plein de jauges selon la catégorie. Donc, en classe 40, le carbone est interdit, par exemple. Donc, c'est de la fibre de verre avec des mousses haute densité. Donc, ce qu'on appelle un sandwich. Donc, il y a 2 couches de fibre de verre et au milieu, il y a de la mousse pour faire la structure du bateau. Donc, c'est assez fin. Hein. On reste dans des bateaux de course. Donc, on essaye de rechercher la légèreté d'une part et la rigidité aussi le plus possible. Donc, il n'y a aucune place pour le confort. Hein. Pour donner des exemples terre à terre, il n'y a pas de toilette. Hein, mes toilettes, c'est un seau. Ma douche aussi, d'ailleurs, c'est un seau. Ma cuisine, C'est pas le même, c'est pas le même. Ouais, voilà, il ne faut pas se gourer entre 2 seaux. C'est ça. La cuisine, c'est un réchaud et à l'intérieur, il n'y a aucune isolation, quoi. Donc, sur les bateaux de croisière classiques, il y a de l'isolation pour garder la chaleur ou pour ne pas trop l'avoir, justement. Il y a des vrais sièges, il y a des vrais matelas, enfin voilà, il y a un réel confort. Ici, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'isolation, donc les bruits sont décuplés assez fort et le confort à bord n'est pas du tout présent.
C'est ça qui est dur aussi, mais on le cherche un peu, hein, donc ça aide le bateau à aller plus vite aussi. Donc voilà. Même chose, on compare à une Formule 1. Je pense qu'une Formule 1, c'est pas très confortable en soi, mais par contre, ça va vite. Donc voilà. Et donc, la construction du bateau, c'était une chouette étape parce que moi, ça fait 20 ans que je cherchais à construire un nouveau bateau. C'était la première fois que j'avais un bateau de dernière génération qui était possible. Et donc, ça a été super intéressant de suivre de A à Z cette construction, de suivre le chantier, de faire des choix avec l'architecte, de fabriquer les voiles avec les voileries, de gérer l'ensemble du projet pour faire un bateau à ma main et qui me convienne. Et, Oui, c'est ça, j'avais été surprise. Je me dis: «Oui, c'est vrai que ça a du sens», mais j'avais pas pensé. C'est qu'on disait: «C'est vraiment du sur-mesure», en disant là, on le fait vraiment, par rapport à la manière de naviguer du skipper, donc de toi en l'occurrence, donc ouais, on voilà, tient compte de ta manière de naviguer. Ouais, ouais, il y a c'est une base intéressant. qui est de l'architecte qui propose. Je vais pas changer de métier. Je sais pas dans mes compétences. Donc voilà, mais après, on fait des choix techniques que lui propose ou que moi j'impose aussi, mais plus sur, sur des évolutions, on va dire, du dessin original. Voilà, c'est un boulot de mise au point qui est super intéressant et qui continue longtemps après la mise à l'eau du bateau, parce que moi, ça fait bientôt 1 an que j'ai mis le bateau à l'eau et on est encore en train de le faire évoluer. Le but, c'est d'arriver justement à la route du Rhum avec un bateau que je connais par cœur et qui est fiabilisé parce que comme on teste les limites aussi des matériaux et qu'on cherche la légèreté absolument, ben, il faut savoir si on n'a pas été trop loin, si ça ne va pas casser tout de suite. Enfin voilà, C'est c'est pour dommage. ça qu'il faut naviguer beaucoup dans toutes les conditions pour fiabiliser ça et puis arriver aux grandes courses, que ce soit la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum, en ayant essayé de limiter au maximum le risque zéro qui n'existera jamais de toute façon, mais limiter ce risque-là. Ouais. J'étais intéressée aussi par la forme, c'est assez large finalement, à l'avant, hein. Mais ça, c'est vrai qu'on entend toujours parler de fendre les flots, on a toujours ces images très Ouais, effilées, en pointe et puis là, tu dis: «Mais c'est quoi ce sabot là?» Mais en fait, ouais, c'est c'est un c'est pour peu la prise ça. des Ouais. vagues ça? C'est ça? Bah, c'est justement, nous, fendre les flots, ça ne nous intéresse pas trop parce que l'eau nous ralentit. Donc, moins le bateau touchera l'eau, mieux ce sera. OK. Donc les nouvelles Mmh. carènes qui sont très larges devant, évidemment, c'est ce qu'on appelle des carènes SCO. Ça a commencé justement en classe mini en 2010 et puis ça a explosé. Maintenant, tout le monde fait ça. Et ça permet à l'avant du bateau, au lieu de traverser la vague, de passer au-dessus, quoi. Il ne s'enfonce pas dans la OK. vague et il passe au-dessus. Du coup, il est moins ralenti et le bateau a des vitesses moyennes plus élevées. Donc voilà. Après, OK. on est Mmh. aussi, il y a plus de puissance parce que le bateau est plus large, donc plus stable. Donc on peut porter plus longtemps beaucoup de voiles et aller plus vite aussi. Donc voilà, c'est une évolution. C'est pas très joli. Quand ça a débuté en 2010, ça ressemblait oui, comme des sabots ou des magnums. Et on s'est dit, on espérait tous que ça marcherait pas parce que c'était laid. Et puis, par contre, quand on l'a vu sur les premières courses et qu'il nous mettait, et qu'il allait beaucoup, beaucoup plus vite, on s'est dit bah, finalement que c'était pas si laid que ça. Donc voilà. Ah bah, ouais, c'est clair, quand le geste est beau, ça passe Ouais, évidemment. voilà. Quelles sont les sensations que tu préfères justement quand tu navigues? Ah, bah, les sensations, c'est les surfs évidemment sur les vagues. Dès que la mer est bien rangée, qu'il y a une longue houle et qu'on peut surfer à pleine vitesse sur ces immenses vagues océaniques, c'est un kiff complet. Ouais. C'est les mêmes sensations que je pense un snowboarder qui descend, qui fait la première trace sur une montagne avec de la bonne poudreuse qui vient de tomber. Ben, voilà, c'est exactement les mêmes sensations. Et ça peut durer plusieurs jours. C'est ça qui est cool, c'est que si Ouais. les conditions sont bonnes, parce que, à contrario, il y a plein de conditions où c'est super inconfortable et qu'on se demande ce qu'on fout là. Mais quand tout est réuni, ça peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ça, c'est génial. Ouais. Et tu Ah ouais, rajoutes c'est là-dessus les dauphins qui arrivent pour jouer avec l'étrave de ton bateau, le coucher de soleil et puis c'est parfait. Le cliché est pas mal, quoi. ah ouais, là, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça se vend bien, ça, je crois. Ouais. Justement, je me dis, est-ce qu'on a le temps de profiter quand on fait comme ça en course? Parce que je me dis, il y a des moments, bon, ben, si c'est une mer d'huile, c'est absolument magnifique, mais je crois qu'on est plutôt en train de râler en se disant, mais Ouais. il est où le vent? Et quand c'est déchaîné, c'est pas nécessairement bon non plus. Est-ce que tu peux quand même profiter des étoiles, des dauphins, etc., tout Ouais. en gardant Ah, la course en tête? ouais, ouais. Bah, c'est sûr que c'est intensif. Hein. On n'a pas l'impression comme ça sur 24 heures en mer. Tout ce qu'on doit faire, c'est assez impressionnant.
Par contre, c'est indispensable de faire un break d'un quart d'heure, 20 minutes pour profiter de certains moments. Déjà, ça nous permet de relâcher un peu mentalement la pression, enfin, et de sortir un peu du contexte course et ça fait du bien et ça nous repose un peu. Et puis, c'est dommage. Le spectacle que la nature peut nous offrir à certains moments, allez, ce serait bête de ne pas pouvoir en profiter et de se dire, je regarde que mon bateau et ma vitesse. Il y a plein de moments pendant une transatlantique qui dure entre 17 et 21 jours. Il y a plein de moments dans la journée où tu peux te dire, OK, là, je fais un quart d'heure. Il y a les dauphins qui viennent jouer, je vais leur dire bonjour. Il y a un ciel étoilé magique, j'en profite pour le regarder pendant un petit moment. Enfin voilà, il y a des couchers de soleil ou des levées de soleil. Ouais, il y a plein de moments où on en profite et heureusement, et ça sert quoi qu'il en soit. Pour la course, l'air de rien, c'est un équilibre à trouver. Je peux pas y passer 6 heures, hein, évidemment, mais prendre un quart d'heure, c'est important pour, dans la durée, en tout cas, continuer à être performant, de faire ces petits breaks-là. C'est comme faire un petit break musical ou d'un bon plat, justement, on en revient. Eh mais oui, Voilà, je n'osais plus le dire. des pauses mentales qui sont importantes. Parce qu'en course au large, les meilleurs mondiaux, on sait tous faire avancer vite nos bateaux. Et il y aura deux aspects qui vont faire fortement la différence. C'est l'analyse météo, hein, qui est toujours assez complexe et où on est seul. Hein, on est seul à décider à bord. On n'a droit à aucune information venant de la Terre. Donc, on doit analyser cette météo pour aller au bon endroit. Parce que si on va vite, mais au mauvais endroit, on peut quelquefois perdre 2-3 jours. Donc, ça ne sert à rien. Et l'autre aspect, c'est l'aspect mental qui est primordial, qui va jouer avec le sommeil, où la gestion du sommeil est super importante en course au large. Et puis, ces petits breaks, cet équilibre, en tout cas, entre performance, gestion du bateau, gestion du bonhomme. Et c'est un équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver, mais qui est indispensable, quoi. Ouais, ah, c'est chouette. Bah, justement, je voulais parler un petit peu de tout ce qu'il y a, de tout cet équilibre du mental. Et le sommeil, tiens, justement, ça c'est toujours un des gros deals avec Ouais. les marins. Bon, pour la mini transat, Marie-Amélie m'a fait le topo, des 20 minutes de dodo pendant toute la Ouais. traversée. Tu te dis, Hmm, Ouais. challenge quand même. Quand on est en binôme, ça se passe comment? Un peu plus long quand même à ce moment-là, C'est un les peu plus phases de long, repos. ouais. C'est un peu plus long. C'est sûr qu'en solitaire, sur 24 heures, j'essaye de dormir 5 heures, mais ces 5 heures-là sont par tranche de 20, 30, 40 minutes selon où on se trouve. Euh, Mhm. voilà, par exemple, près des côtes, les marins n'aiment pas trop les côtes parce que c'est où il y a le danger, que ce soit entre les pêcheurs, les cargos, les déchets, malheureusement aussi beaucoup. Donc voilà, donc on est super attentif le long des côtes. Après, au milieu de l'Atlantique, on peut relâcher un peu la pression et faire des siestes un peu plus longues. Par contre, quand je vais dormir, je peux pas me dire je vais dormir 3 heures parce que le bateau demande à être réglé constamment pour maintenir une vitesse intéressante et la plus performante possible. Donc, le moins de petits changements de force de vent ou d'angle de vent ou d'état de la mer, etc., fait qu'on doit changer nos réglages. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser le bateau trop longtemps sans ces réglages-là. Par contre, en double, oui, il y a un rythme différent où là, on peut aller jusqu'à des quarts, de faire des siestes d'une heure et demie, quelquefois, si tout va bien, en tout cas. Voilà, donc c'est un autre rythme. Ah ouais, jamais plus Euh, d'une heure et demie quand même, hein. Toujours comme des nuits. Ça dépend un peu de la fatigue générale. Ouais. Le binôme doit bien se connaître, surtout sur les grandes courses en tout cas. Et on repère tout de suite s'il commence à s'énerver un peu trop vite ou à râler un peu trop, c'est qu'il commence à être dans le rouge. Et du coup, on lui dit, écoute, rajoute une demi-heure là, il faut que tu ailles te reposer. Moi, je suis plutôt en forme, en tout cas en meilleur que la tienne. Voilà, c'est être à l'écoute de son corps, c'est bien se connaître et bien connaître son équipier. Parce que de nouveau, on vit dans un vase clos, hein, on ne peut pas aller sortir prendre l'air parce qu'on a marre de l'autre. Bah non. Donc, C'est difficile, oui. donc c'est une gestion humaine qui est pas toujours simple, hein. Mais Surtout non, que non, de j'admirais. nouveau, on est en course, donc on peut pas toujours. La performance doit être au rendez-vous et on peut pas se relâcher vraiment de ce point de vue-là. Et il y a des tensions et des fatigues qui peuvent apparaître et du coup, il faut savoir en parler et avoir confiance en son équipier enfin son co-skipper pour désamorcer tout de suite le moins de petits problèmes. Et donc voilà, c'est la principale défi au final sur une traversée de l'Atlantique en double, c'est de ne pas terminer à se battre au couteau, quoi. Oui, tant qu'à faire. En plus, C'est on en a déjà déjà pour arrivé, hein, manger. c'est pour ça. Il y a des Ouais? histoires Ah, d'accord. en mini, justement. C'est encore un plus petit bateau, mais c'est pour ça qu'ils ont arrêté les traversées de l'Atlantique en double, en mini, parce que c'était vraiment trop petit et qu'il y a certains duos ça a vraiment mal terminé, quoi. Donc, Ah, oui, oui, oui. Ah, dis donc. la gestion du sommeil est
est importante de ce point de vue-là, parce que si on le gère mal, tombe vite soit dans les hallucinations qui peuvent être dangereuses pour soi et pour la sécurité du bateau, et puis aussi sur de la paranoïa ou des états de fatigue qui font qu'on devient quelqu'un d'autre, et c'est ça qui est super dangereux. Donc, c'est tout un apprentissage de nouveau, d'y aller petit à petit, de faire des études sur notre rythme de sommeil aussi, où on essaye de caler. Moi, voilà, j'ai été bardé d'électrodes, par exemple, pour des entraînements de 48 heures en mer, et je devais essayer de ne pas me reposer du tout, pour justement voir comment je réagissais et quels étaient mes creux. Et de ça, on a pu sortir un tableau où on disait entre 2 heures et 3 heures du matin, il faudrait que tu cales une sieste un peu plus longue. Entre 5 heures et 7 heures, même chose. Et entre 14 heures et 15 heures, même chose. Donc, c'est 3 plages où il faut que j'essaye de favoriser au maximum le repos, parce que je vais recharger plus vite les batteries et pouvoir durer plus longtemps. Donc, voilà. Never Let Go, le film de Jonas qui te fait vivre de l'intérieur la transat Jacques Vabre à ses côtés, sera en projection le vendredi 25 mars à la Sucrerie à Wavre dans le cadre du festival Into the Wild, festival du film d'aventure que je suis très heureuse de soutenir par 3 interviews, l'occasion de te faire découvrir Sophie Planck, Julien Defourny et Jonas Jerkens qui seront tous en projection au festival. Justement, toute cette préparation, donc tu as le côté prépa physique, tu en as déjà touché un mot avec ton entraîneur qui galérait Ouais. à te garder en bonne forme. Qu'est-ce que tu fais comme préparation physique ? Il y a un peu d'endurance, annexe, que ce soit rameur, vélo. Et après, on a de la prépa physique avec un coach plus renforcement, gainage, beaucoup de gainage au final. La difficulté qu'on a sur ces bateaux-là, c'est que déjà sur des grandes courses, 24 heures sur 24, on est au boulot au final, et ça bouge constamment. Donc, il n'y a pas de temps de pause pour le corps, que ce soit dans les déplacements, il faut constamment compenser les mouvements du bateau. Même en dormant, il faut essayer de se caler pour essayer que le corps se repose et se relâche, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis, il y a un des gros boulots sur le bateau, c'est le déplacement des voiles ou du matériel à bord pour le positionner du mieux possible selon les conditions de vent. Donc, si le vent est faible, on essaye de déplacer tout vers l'avant du bateau pour décoller l'arrière du bateau qui est le plus large et pour qu'il frotte le moins possible sur l'eau, justement. Et quand il commence à surfer, c'est justement de reculer au maximum tout le matériel qui est à bord. Il y a plusieurs centaines de kilos quand même, de déplacer à l'arrière du bateau, que le nez se lève et qui partent plus vite au surf. Et ce boulot-là, il est constant et c'est déplacer, souvent en étant penché ou dans des positions pas toujours simples, déplacer des masses assez lourdes. Donc, il y a toute une préparation en amont pour que le corps résiste à ça. Donc, c'est essentiellement sur du gainage, du renforcement musculaire. Voilà. Enfin, après, je suis pas trop salle de sport, donc j'ai un préparateur qui me fait sortir et qui me fait des parcours comme ça, plutôt avec des ballons, des poids et des élastiques ou voilà, aller pousser de la fonte dans une salle, ça me plaît pas trop. Je préfère ça dehors, ça c'est plus sympa. Et c'est indispensable. Et après, le gros de la prépa physique, une semaine classique, au final, en pleine prépa de saison, il y a 2 séances de prépa physique avec le coach. On essaye de caler 2 séances d'endurance. Et puis, on a 3 à 4 jours de stage en mer. Et c'est des entraînements en mer, c'est pas juste 2 heures. On part souvent à 10 heures du matin et on revient à 16 heures. Donc, c'est des longues périodes en mer où on passe beaucoup de temps et où il y a une dépense physique assez importante. Après, on revient en salle pour analyser les vidéos, les manœuvres, les réglages, etc., en débriefing de salle avec le coach. Et quand il y a encore des trous, on essaye de faire des formations, que ce soit des formations au niveau météo, au niveau survie en mer, au niveau électricité, réparation des voiles, réparation du bateau, des composites, etc. C'est pour ça aussi que c'est un sport qui s'arrête pas à 30 ans. À 30 ans, on est encore un jeune nous qui a encore énormément à apprendre, et c'est un sport qui peut durer très longtemps parce que l'expérience et l'apprentissage en continu est primordial. Et on voit avec la météo, quand on a la météo après le journal parlé, il se trompe encore pour le lendemain,
Là, nous, on n'est pas météorologue et donc, du coup, on est en formation continue au niveau météorologie et même à 50 ans, j'en apprendrai encore plein. Donc c'est ça qui est… Bon, moi, mon idole, c'est Loïc Perron, qui est une star de la voile française. Bah, c'est à 57 ans, il a gagné sa première route du Rhum, alors qu'il l'a faite 10 fois ou moins, je pense. Mais c'est à 57 ans qu'il est arrivé au Graal, quoi. Donc voilà, c'est ça qui Pourquoi est… Loïc Perron? Oh, bah, ça remonte à ma jeunesse. Loïc Perron, bah, quand j'étais petit, j'ai habité quelques années à Saint-Malo. Et du coup, c'est là que j'ai découvert vraiment la course au large, d'ailleurs, hein, c'était le départ de la route du Rhum. Et quand on se baladait sur les pontons avec tous ces bateaux, enfin, tous ces oiseaux volants super vite, c'était assez impressionnant. Et on était à la chasse avec mes copains aux autographes. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Loïc Perron qui m'a invité, quand j'étais gamin, à monter sur son bateau. Ah, Alors cool. là, moi, Ah ouais. c'était définitif. Là, enfin, c'est ça qui m'a fait plonger dedans, je pense. C'est que je dis, je veux faire ça plus tard. Je veux être skipper. Je veux savoir ce qui se passe en mer et tout. Et puis, bah, Loïc, j'ai continué à suivre. En plus d'être très bon marin et très bon coureur, c'est un très bon communicant aussi. Donc, il a réussi à raconter ses histoires et ses aventures au grand public. Et ça a été un des premiers. Et voilà, à travers ça, ça a continué à travailler enfin, dans ma tête, en tout cas, pour dire c'est vraiment ça que je veux aller faire. Donc voilà. Et donc, justement, mais parlons-en, ça avait commencé en famille, donc tu as passé d'une partie de ta jeunesse sur un bateau. Exactement. Ça, c'était quand j'avais 2 ans. Donc, j'étais tout petit et ma sœur avait quelques mois. À peine né, mon père s'était mis en tête de construire un bateau à l'île Montsaint, à Liège, et qu'on parte en famille, voyager en famille. Donc, quand j'avais 2 ans, on a mis le bateau à l'eau à Liège, on est descendu par les canaux jusqu'au sud de la France, et puis on est parti presque 4 ans, essentiellement en Méditerranée et un peu sur l'Atlantique. J'ai très très peu de souvenirs de cette période-là, parce que c'était entre mes 2 ans et mes 6 ans, mais c'est sûr que ça m'a appris, j'ai appris pas mal à marcher sur l'eau et avoir cette vie un peu nomade et proche de la nature et sur la mer tout simplement. Donc j'ai toujours été très très à l'aise sur l'eau, sûrement grâce à ça aussi. C'est que Oui, oui, oui. on a Sans passé doute, des ouais. heures à se faire des films avec ma sœur, à jouer les aventuriers, les pirates. Enfin, c'était super. Donc voilà, et après ces 4 ans-là, on a atterri à Saint-Malo, justement. Dans l'idée, c'était de construire un plus grand bateau, cette fois-ci via un chantier, et puis l'aménager nous-mêmes. On faisait construire cette côte-là à Saint-Malo. Malheureusement pour mes parents, parce que moi, ça reste un très bon souvenir de vivre à Saint-Malo, mais pour mes parents, ça a été une très mauvaise séquence parce que le chantier a foiré la coque. Et a fait faillite. Donc, du coup, on n'a plus vu le patron. Donc, toutes les économies qu'on avait eues, les peu d'économies, parce qu'en vie nomade comme ça, c'est pas là qu'on remplit les comptes en banque, se sont retrouvés à zéro. Donc, ils ont travaillé à Saint-Malo pendant 3 ans et demi avec des petits boulots. Par contre, on a vécu 3 ans et demi à Saint-Malo et moi, ça a été dans mes meilleurs souvenirs d'enfance parce que on était à Intramuros, donc la ville de Saint-Malo, c'est magnifique, hein, c'est la cité corsaire. Il y a une vieille ville qui est entourée d'eau au final. Et dans l'école primaire où j'allais, on faisait 50 mètres et on était sur la plage. Les bateaux, les optimistes, les petits bateaux d'apprentissage étaient là et on passait notre temps entre naviguer entre copains ou jouer un foot sur la plage ou regarder les départs de route du Rhum justement. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai d'une part appris à naviguer, parce que sur le bateau familial, je m'en souviens pas, je me faisais plutôt balader et vraiment eu un premier contact avec la course au large en tout cas et la compétition. Donc voilà. Pour des questions de boulot, mes parents on a dû revenir en Belgique. Et donc là, je suis revenu à Liège où j'ai fini mes primaires et toutes mes humanités avant d'avoir de nouveau l'appel du large qui était trop fort et de retourner en Bretagne à 20 ans, quoi. Ah, donc tu es retourné depuis tes 20 ans. Ouais, depuis que j'ai 20 ans, le but c'était. Alors, j'ai toujours été. On est une famille plutôt de compétiteurs, hein. Mon père était en équipe nationale d'athlétisme. Il a failli aller aux Jeux Olympiques. Enfin, il a été 12 fois champion de Belgique Ah, sur 100-200. Donc, l'aspect compétition et performance, il y a une éducation, en tout cas, ouais, un peu, ouais. un peu dans la famille. Dans mes années en Belgique, j'avais fait un autre sport complètement. J'avais perdu un peu j'ai tout continué un peu la voile, mais plutôt en loisir de temps en temps quand j'avais des opportunités. Mais par contre, je m'étais mis à fond. J'adorais les arts martiaux. Et du coup, j'ai fait pendant 10 ans sport-études du judo, donc en compétition aussi. Sauf que je n'ai
J'étais bosseur, mais pas trop doué pour le judo. Enfin, il y a eu un déclic à 18, 19 ans où quand j'ai posé la question à ma coach pour dire si je pouvais percer au niveau international au judo et qu'elle m'a dit au niveau national, oui, mais au niveau international, non. Je dis OK, ça va, pas de souci. Et je me suis replongé tout doucement dans les histoires de voile et voir les opportunités qu'il y avait. Et le déclic, qui est un peu marrant, enfin, je raconte du coup. Mais oui, mais je n'attends que ça, Ouais. moi, j'adore. C'est pour ça que je t'interromps pas. Donc ça a été un premier déclic, c'est que je voulais continuer dans de la compétition, enfin, dans la voile et faire des courses. Et le deuxième déclic, ça a été que je devais faire un dossier. Donc j'étais en graduat en éducation physique. Et dans le cadre d'un des cours, je devais faire un dossier de montage de projet. Et j'avais 2 copains qui étaient au sport-études avec moi, qui faisaient un tournoi de judo. Je dis, je ne vais pas faire un 3e tournoi de judo. Et c'était la période où il y avait la Mini Transat, justement. Donc, je me suis replongé dans dire, tiens, je vais monter un projet Mini Transat. Voilà, sur papier, on verra. Et au fur et à mesure que j'ai fait ce dossier-là, c'était acté, quoi. Et quand j'ai remis mon dossier, que j'ai plutôt bien réussi d'ailleurs, quand j'ai remis mon dossier à mon prof, je lui ai dit que je le remerciais de m'avoir ouvert les yeux et que je me cassais en Bretagne. Donc, ça a mis quelques mois, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, ça a mis quelques mois pour préparer le terrain. Je me suis renseigné dans les écoles qu'il y avait en Bretagne, voir les possibilités qu'il y avait. Et entre autres, il y avait l'école des Glénans qui est assez réputée, qui permettait un système où on est bénévole au pair. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille en chantier ou en tant que moniteur. Et en échange, tu travailles soit sur les chantiers pour les réparations l'hiver des bateaux des écoles, et soit l'été en tant que moniteur de voile, où j'ai plutôt appris les bases du bon marin, on va dire. Et à côté de cette formation-là, dès que je voyais un bateau de course, un mini ou un classe 40, je déposais un petit mot, un post-it. Il n'y avait pas encore WhatsApp, Facebook, etc. Donc, donc, je déposais un post-it sur les bateaux pour dire, voilà mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'un équipier un jour, je suis dispo, etc. Donc, j'ai eu quelques expériences comme ça de fil en aiguille. Après la période Glénan, je suis rentré dans des teams pour préparer des bateaux de course au large. Et puis, j'ai intégré différents teams. En 2002, je préparais un bateau pour la route du Rhum, justement. Donc, j'étais de l'autre côté de la barrière, donc c'était marrant. Donc, ça m'a convaincu qu'il fallait que je fasse ça. Et j'ai rencontré Madi Faubert, qui gérait l'équipe belge et qui m'a proposé de venir faire des tests de qualification pour faire des Tours de France à la voile. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'en ai fait 5 avec eux. Donc, pendant 4 ans, j'ai alterné les saisons d'été en tant que moniteur de voile et les saisons d'hiver à la montagne pour cumuler le plus d'argent possible pour m'acheter mon premier mini. Ah, Donc voilà l'histoire. Et ça, c'était en 2000. Mon premier mini, c'était en 2006. Donc, ça a mis 4 ans quand même, tout ce cursus-là. Et pourquoi la Bretagne? Ça, c'était le côté compétition qui m'habitait. Je me dis, si je reste en Belgique, oui, je peux potentiellement être facilement champion du monde de Belgique, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, les meilleurs marins du monde en course au large sont en Bretagne. Donc, je veux aller me frotter à eux pour savoir s'il y a moyen de percer ou si c'est peine perdue. Donc voilà. Donc, c'était le cumul de tout ça, de se former, de voir si j'avais le niveau pour percer. Et puis, surtout, ce projet de mini transat qui était toujours dans un coin de la tête et qui a été, on parlait potentiellement d'échec. Il y en a eu un gros avec ce projet-là parce que j'étais au départ de la Mini Transat en 2007, mais j'ai dû l'abandonner après la 2e étape pour plein de raisons. Essentiellement, manque de préparation, manque de budget, manque d'expérience, enfin plein de manques. Ça a été une grosse douche froide parce que j'avais mis 4 ans à préparer ce truc-là, toutes mes économies pour acheter le bateau et pour finalement ne pas avoir fini ma Mini Transat. Donc, ça a été dur à accepter. Mais à côté de ça, ça a été la meilleure baffe que je pouvais recevoir pour dire, OK, là, j'abandonne pas le truc, on va remonter un projet Mini Transat, mais cette fois-ci, en étant avec des bases beaucoup plus solides. Et puis voilà, c'était parti pendant 10 ans en classe mini parce que ça a pris du temps à se monter et avoir des bonnes bases pour la suite, quoi. Mais voilà, il n'y avait rien de mal fait en tout cas, puisque après, c'est quoi ton palmarès depuis? C'est pas mal, hein? Ouais, c'est ça. En mini, alors je suis resté longtemps en mini parce que, d'une part, c'était un manque de partenaires. Donc, c'est le karting des mers, mais pour passer à l'étape suivante, il faut des partenaires ou sinon, c'est pas dans mes moyens en tout cas. Et en mini, j'ai commencé
C'est vraiment en 2010 où j'ai commencé à faire des podiums sur les courses. En 2013, à faire ma première mini transat. Et après, j'ai été 3 fois dans le top 3 mondial de la classe mini, où il y a 260 skippers, dont une fois numéro 1 mondial. Et j'ai gagné, j'ai fait podium sur une douzaine de courses. Et le gros déclic dans cette période mini, ça a été en 2014, où j'ai gagné la plus grande course après la mini transat, c'est les Sables d'Olonne, les Açores, les Sables d'Olonne, c'est un aller-retour. Et j'ai gagné cette course-là en 2014. Et ça a été, sans le savoir, ça a été primordial pour la suite. En 2016, je me retrouve une nouvelle fois sans partenaire, sans rien, je repars à zéro. Et je me dis, OK, là, on va arrêter les frais. Et en 2016, j'ai commencé quelques entraînements pour juste garder un peu la main. Mais j'ai dit, au début de saison, si je n'ai pas de partenaire, j'arrête et je rentre dans le rang, quoi. Et un mois avant le début de la saison, j'ai eu un appel de ma fédération pour me dire que Volvo voulait me rencontrer. C'est la première fois qu'un sponsor m'appelait, que je ne devais pas le démarcher. Et en plus, c'était un gros truc. Donc, quand je suis arrivé au premier rendez-vous, ils avaient un dossier épais comme ça sur moi. Je dis, ah ouais, putain, quand même. Sors d'où, ça? Et eux, en gros, ils avaient eu des directives pour être partenaires dans la voile, en tout cas belge, et qu'il fallait cibler les gens qui faisaient parler de la voile en Belgique et ceux qui étaient potentiellement des bons poulains. Et je suis rentré dans la shortlist de Volvo à partir de 2014, puisque j'avais gagné cette course en mini. Ils ont mis mon nom dans leur liste et ils ont continué à me chiffrer pendant 2 ans, voir comment je faisais. Ça, je ne le savais pas, évidemment. Et donc, en 2016, il s'était acté que j'avais été sélectionné sur leur dossier qui pariait sur moi pour 1 an. Et voir comment ça se passait. Donc, ça s'est plutôt très bien passé, parce qu'on a fait de nouveau pas mal de podiums et une bonne com. Et là, c'est toujours mon sponsor principal au moment où on parle. Donc c'est une belle histoire. Ouais. Mais un mois après, j'ai raccroché mon ciré, donc c'était un peu chaud. Ouais. Oufti, ouais, c'est comme quoi, parfois, le coup de pouce arrive au bon moment. Et donc, tu as eu aussi des... Attends, tu m'as pas dit tout ton palmarès, là. Tu as été un peu modeste. Ouais. Je ne le retrouve plus en entier. Vas-y, déballe. Ah, déballer, oh là. Après les mini, donc oui, on a quelques podiums en mini, quelques victoires. Je suis passé en classe 40, donc là, même chose. En dehors des résultats, c'est plus l'histoire de ma première Route du Rhum, parce que c'était la course qui m'a fait rêver, gamin, où j'avais des étoiles dans les yeux, et je me dis, un jour, il faut que je fasse la Route du Rhum. Encore plus que la mini transat et que d'autres courses, c'était la Route du Rhum, quoi. Comme ça se passait bien avec Volvo et mes autres partenaires, ils ont dit, OK, feu vert pour la Route du Rhum 2018, mais par contre, il y a ce budget-là, tu te débrouilles pour trouver un bateau qui rentre dans le budget, etc. Donc, il fallait trouver un bateau d'occasion, parce que je n'avais pas un budget full pack. J'avais repéré un bateau qui avait un haut potentiel, mais qui était abandonné depuis quelques années sur des palettes en bois derrière un hangar, etc. Donc, il avait une sale gueule, mais je savais ce qu'il avait dans le ventre, et en tout cas, la structure et le bateau avaient été très bien construits. Il y avait juste un peu de mousse et un peu de boulot à refaire. Et quand on a remis à l'eau le bateau, la première course qu'il a faite, on a fait podium. Donc, c'était cool. Ah, ben voilà. C'était un bon message. Donc, podium, c'était une petite course, mais ça faisait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Et après, ça, c'était en 2018. Et il fallait, comme dans toutes les courses, que ce soit la Mini, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, on a plein de qualifications à faire. On ne peut pas arriver de nouveau sur une course comme ça sans présenter un certain pédigré, en tout cas, ou pas spécialement un pédigré au niveau sportif. C'est ça qui est cool avec la course au large, c'est qu'un amateur éclairé peut tout à fait venir jouer avec les professionnels tant qu'il a fait des parcours de qualification, qu'on appelle ça. Donc, un nombre de kilomètres en mer obligatoire pour prouver qu'il sait gérer un bateau de course et qu'il sait le ramener à bon port et le gérer tout seul, donc en sécurité. Donc là, il y a tous des parcours de qualification pour aller sur la Route du Rhum. Donc, j'ai fait pas mal de courses pendant l'année 2018 pour me qualifier. Et puis, en 2018, j'étais au départ de ma première Route du Rhum. Alors là, plusieurs fois, on parlait de pause pour se rendre compte justement quelquefois des choses, soit de profiter de la nature ou des dauphins ou du soleil étoilé. La Route du Rhum, c'est un blockbuster. C'est il y a un village de 10 jours à Saint-Malo, et en 10 jours, il y a 2 millions de personnes qui passent sur le village. Donc, c'est une énorme machine qui fait rêver plein de gens. Ça m'a fait rêver, évidemment. Par contre, il y a un emballement médiatique. Enfin, voilà,
pendant 10 jours, on peut être potentiellement sous l'eau. Heureusement, Delphine Simon, qui gère un peu, qui gère toute ma com d'ailleurs, réguler tout ça et jouer le tampon pour que je puisse souffler aussi de temps en temps. Et il y a plusieurs fois où j'étais tout seul sur le ponton et près de mon bateau et que je me rendais compte que j'avais du mal à me rendre compte justement que j'étais au départ de la route du Rhum, quoi. Donc, Irréel. c'était génial, quoi. Et Ah encore ouais. plus sur la ligne de départ. C'était fou, quoi, de prendre le départ avec tous les bateaux, tout le public. Enfin, c'était fou. C'était mon rêve de gosse qui se réalisait et c'était chouette. À côté du rêve, j'avais quand même un objectif sportif, parce que on Oui. ne me changera pas. Donc, il y avait le meilleur score belge sur la route du Rhum en classe 40 qui était de la 15e. Donc, mon objectif, c'était d'aller battre ce score. Je n'avais pas le bateau le plus performant. J'avais moins de préparation que certains favoris. Donc voilà, j'avais ciblé cette 15e place à battre. Après, tout se déroule rarement comme on le pense, encore plus en course au large. Donc, le départ lui-même était super, mais 2 jours après, on a eu 3 tempêtes d'affilée avec des conditions extrêmes. J'ai cassé une partie du bateau, j'ai dû m'arrêter au Portugal pour réparer. Je suis reparti, j'étais 25e et finalement, je termine pour 1 minute et quelques secondes, je crois, je finis 14e. Donc, je bats d'une place le meilleur score belge. Donc, c'était la cerise sur le gâteau. Mais bon, voilà, tu passes par des émotions qui sont assez Comment tu gères importantes. justement ces émotions? Parce qu'il y a les up and down. Oui, justement, je voulais parler du mental, si on n'en a pas Ouais. encore parlé. On a parlé du sport, on a parlé du technique, mais on n'a pas encore parlé. Comment tu le gères, le mental? Ah, c'est la même chose, c'est pas mal avec l'expérience que ça passe, hein. Enfin que ça s'apprend en tout cas, ou ça se gère. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer d'être le plus stable possible, hein, mais dans n'importe quel sport, hein, si tu pètes pas de câble ou peut-être pas trop euphorique sur certains moments non plus, ben c'est vraiment être stable, quoi. Donc c'est pas toujours évident à gérer, encore moins si tu gères mal ton sommeil. Ces histoires de mental seront essentiellement liées à ton sommeil. Donc, si tu ne te mets pas trop vite dans le rouge, ce sera important. Après, c'est de l'apprentissage. Bah, c'est surtout se mettre en tête que ça va être dur et que ça va être un dépassement de soi extrême et de se dire que tout le monde va avoir des galères. Donc, si tu as une galère, ben, tu te dis, je dois la résoudre le plus rapidement possible parce que si je la résous rapidement, ben, je vais mettre pas mal d'heures à mon concurrent. Donc, c'est plus une préparation mentale de se dire, il faut rien lâcher, quoi. Rien lâcher, rien lâcher. Encore plus en solitaire, on peut pas s'arrêter au milieu de l'Atlantique. Il n'y a pas de garage pour venir te dépanner. On ne viendra pas te chercher. De toute façon, tu t'es engagé à le traverser. Donc, tu peux pas t'arrêter sur le bord de la route ou sur le bord du circuit ou rentrer au vestiaire, ben non, tu dois aller de l'autre côté quoi qu'il en soit, donc autant que ce soit le plus vite possible. Donc, il faut rien lâcher de ce point de vue-là. Et puis après, il y a des gestions un peu toujours liées au sommeil qui sont importantes. On se prépare un peu avec de la sophrologie, entre autres, pour pouvoir justement relâcher cette pression, savoir écouter son corps et redescendre d'un cran, quoi. Mais c'est pas toujours simple. Eh ben non, tu m'étonnes. Ah, donc c'est la sophro alors. Le succès dont tu es le plus fier, c'est peut-être justement cette 14e place sur la course de rêve. Non, c'est en 2014, ma course en mini. Enfin, parce que c'est ma première grande course que je gagne déjà et que elle a été un déclencheur énorme pour moi en tant que sportif parce que je faisais des podiums, certes, mais c'est important de savoir qu'on peut gagner aussi. Tu obtiens un autre statut, on te regarde différemment aussi. Enfin, voilà, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme au tennis. Quand tu commences à gagner un grand chelem, tu rentres dans une autre catégorie. Là, c'était un peu ça au niveau mini, en tout cas. Et puis, c'est surtout le fait que l'histoire fait que cette victoire-là fait pas mal de bruit dans les médias en Belgique et que ça a attiré l'œil de partenaires dont je suis actuel. Donc, puis, en dehors de ça, moi, la classe mini, elle sera toujours... je pousse tous les jeunes marins belges qui veulent faire de la course au large et qui m'appellent pour se renseigner. Je dis, écoute, passe ta mini d'abord et tu vas voir, ça va t'apprendre plein de choses, que tu deviennes skipper de course au large ou pas. C'est une épreuve qui va te servir toute ta vie. C'est une belle course, hein, ouais. Je suis assez fan aussi, je dois dire. Ouais, en dehors de la course, de nouveau, c'est aussi une grosse aventure et Ouais. une confrontation face à soi-même qui est extrême, quoi. Donc, de nouveau, il n'y a pas de téléphone satellite. En classe 40, on a un téléphone satellite. Sur un Vendée Globe, un tour du monde, on a le téléphone satellite. Donc, si tu as un coup de moins bien, c'est très facile. Enfin, c'est quand même super important le côté social. Et tu donnes un coup de fil et puis, voilà, ça remonte direct et c'est reparti. En mini, tu ne l'as pas, quoi. Si ça se passe mal, tu es tout seul.
C'est la dernière course qui existe comme ça. Et on dit toujours le Graal, c'est le Vendée Globe, c'est la course la plus dure. Ben oui, c'est une course dure parce qu'elle va dans des endroits qui sont extrêmes autour de l'Antarctique, le Cap Horn, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a ce contact satellitaire qui fait que ça change complètement la donne au niveau humain et mental et que tu n'as pas sur la mini. Et que même si la mini, c'est entre guillemets qu'une vingtaine de jours ou 22 jours, bah, pendant 22 jours, tu es vraiment tout seul, quoi. Et ça, c'est pas toujours ça, quoi. Mon meilleur souvenir, ouais, c'est cette Sable les Açores, les Sables qui a été un vrai déclencheur. Après, il y en a plein d'autres. C'est sûr que ma première Route du Rhum, en dehors du classement, c'était de terminer cette Route du Rhum parce qu'on ne sait jamais si on aura une deuxième déjà. Et puis là, c'était la boucle par rapport à ma jeunesse qui était faite et c'était trop bien. Et puis après, il y a eu d'autres très bons résultats que sont en classe 40 et encore plus avec les Red Dolphins, donc l'équipage double mix de course au large, où on a ramené pas mal de médailles au niveau européen et mondial. Donc ouais, c'est Un beau parcours. Plusieurs fois marin de l'année aussi, de Belgique. plusieurs fois marin de l'année. Ben, 4e fois, il y a quelques jours. Là. C'est un trophée que j'aime bien. Enfin, déjà, en tant que compétiteur, on aime toujours bien les médailles et les trophées. Hein. Ça, c'est un truc. Eh bien ça. Quelquefois, c'est marrant, mais on aime bien les trophées et les médailles. Hein. Et le trophée de marin de l'année, ben, il est important parce c'est un trophée national déjà. Donc, c'est un peu l'équivalent du Soulier d'or. Il a une histoire, il y a pas mal de noms. Il existe depuis bientôt 30 ans, je pense. Et puis, il y a un paquet de noms qui sont marqués sur ce trophée-là. Donc, tu ressens tout le poids de l'histoire qui est là. Et puis, c'est une reconnaissance du monde de la voile aussi pour ce que tu fais, tes résultats et ce que tu fais pour la voile en tout cas et sa communication. Donc, c'est plutôt chouette. Et puis là, avec ce 4e titre, je rejoins Seb Godefroy qui était médaillé d'argent à Atlanta, donc qui est une légende de la voile belge. Et je le rejoins avec 4 titres de marin de l'année. Donc, à moi, dans les années futures, à accrocher un 5e titre. Et voilà, ce sera très bien. Ah, ça y est, le compétiteur en plein, là. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Eh bien, quelles sont les qualités d'un skipper pour des courses comme celles que tu fais? Si tu avais 2, 3 qualités à accrocher, hein, ça, c'est indispensable. Le mental, dépassement de soi. Ça, c'est sûr qu'à la base, il y a plein de très bons marins qui sont pas faits justement pour la course au large parce que c'est des conditions extrêmes 24 heures sur 24, donc c'est pas toujours ça. Et après, c'est être intéressé par la météo. Et de nouveau, la course au large, c'est un jeu d'échecs à l'échelle océanique. Donc, si on ne s'intéresse pas à ce côté stratégique et météorologique, il n'y a pas d'intérêt à faire de la course au large. Et puis, aimer faire avancer vite ses bateaux, ses réglages et tout. Mais je pense que le primordial, c'est le dépassement de soi lié avec le mental et le côté météorologique. C'est 2 atouts qui sont importants. Le meilleur conseil que tu as reçu à ne pas suivre, un conseil que tu as souvent entendu et qu'il ne faut surtout pas suivre. Pendant 10 ans en mini, donc c'est le karting là. Plus d'une fois, on m'a dit d'abandonner, qu'il fallait redevenir sérieux, qu'il fallait retomber les pieds sur terre et d'arrêter de rêver, quoi. Ouais. Arrêter de rêver, c'est pas coché dans ma liste en tout cas. Donc non, d'arrêter de rêver, ça c'est. Faut pas arrêter de rêver. Écoute, j'adore ça comme Nelson Mandela, il y a quelques... J'aime bien les dictons ou les phrases un peu... Les citations. Ouais, génial, vas-y, j'adore aussi. Nelson Mandela en citait une belle, c'était un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Voilà, ça j'adore. Waouh. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Elle est parfaite. Donc ça m'a un peu suivi. Donc, et tant qu'on est dans les dictons, c'était... Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. Donc voilà. Parfait. C'est en dehors du côté rêveur. C'est bien d'être rêveur, mais il ne faut pas non plus penser que tout va te tomber tout seul dans son panier. Donc tu as intérêt à te bouger aussi pour aller les accrocher tes rêves parce que il y en a un paquet, il y en a que tu essayes d'avoir ou de réaliser et que tu les foires, mais il ne faut pas abandonner pour autant et continuer à avancer. Donc voilà. Bah oui, comme toi qui avais un échec très fondateur, quoi. Ouais, il y en a pas eu qu'un. Avec un, on a assez, c'est bon. Il y en a eu un paquet, ouais.
Donc, ton actu, on l'a dit, c'est la route du Rhum, c'est les JO. Il y a d'autres actus que tu veux mettre en avant? Bien sûr, ton film au festival, ça, je mettrai dans les notes de l'épisode. Ouais, non, oui, l'actu de cette année, c'est essentiellement la route du Rhum 2022, où je vais arriver avec un autre statut, parce que là, pour le coup, j'ai un nouveau bateau. Donc voilà, là sera l'objectif sportif, ce sera de rentrer dans un top 10, ce serait bien, sachant qu'il y a une énorme concurrence, donc c'est un peu. Il y a combien d'inscrits comme ça sur la Il y route? aura au moins 55, en classe 40, 55. Après, il y a d'autres catégories, mais en classe 40, 55. Et le petit paradoxe, c'est que la course au large est en plein boom au niveau sport, en tout cas, et communication. Donc, il y a de plus en plus de sponsors qui viennent là, qui lâchent d'autres sports un peu plus connus, mais qui ont des moins belles valeurs, je pense. Et du coup, sur une route du Rhum en 2018, il y avait 6 ou 7 nouveaux bateaux. En 2022, il y aura plus de 25 nouveaux bateaux. Donc, pour une fois que j'ai un nouveau bateau, tout le monde en a un nouveau. Donc, c'est un peu dur. Mais voilà, ça fait partie du jeu, et tant mieux pour la course au large. Il y a toujours, chaque année, il y a un championnat d'Europe et un championnat du monde avec les Red Dolphins. Donc ça va être de confirmer au niveau européen et mondial qu'on joue les médailles. Voilà, et puis il y aura une deuxième Transat Jacques Vabre. Il y aura en 2025 un truc qui me tient à cœur, c'est un premier tour du monde, mais en classe 40, justement, avec des étapes. Donc, ce sera sur 2025-2026. Ça va durer 9 mois avec 8 étapes un peu partout autour du monde. Ça va être assez sympa et on va parler de courses qui sera le fil rouge, mais aussi d'aventure et d'histoire humaine. Donc, ce sera intéressant. Et puis, en 2028, soit la course au large double mix devient olympique et on va tout faire pour aller se qualifier pour les Jeux Olympiques et essayer de viser un top 8 olympique. Et si ce n'est pas olympique, il y aura peut-être une idée de tour du monde, mais en course, sans escale et sans assistance, donc le Vendée Globe. Voilà, mais ça, c'est encore une chose à la fois. Oui, tout à fait, des beaux projets. Est-ce qu'il y a une... Attends, d'abord, où te suivre? Alors, il y a un site web, c'est sailing-jonas.com. Ou sinon, où on est le plus actif, c'est sur Facebook, au nom de Jonas Jerkens, ou sur Instagram, Sailing Jonas ou Jonas Jerkens. Voilà, on essaye d'être pas mal actif et de faire rentrer les gens dans l'actualité sportive, on va dire, mais aussi dans les coulisses, de montrer un peu tout ce qui se passe, tous les gens qui y participent, de faire vivre nos projets, toutes ces préparations, quoi. Donc, voilà. Ok, ça va. Est-ce qu'il y a une question encore que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, si. Alors moi, j'aimerais bien. Je suis ambassadeur aussi de Ici commence la mer. Moi, j'ai toujours essayé de lier mes projets à des causes. Et Ici commence la mer et la cause écologique me tient fortement à cœur, surtout que je suis un témoin aux premières loges, malheureusement, pour certains cas. Et l'état des océans est de plus en plus catastrophique, que ce soit au niveau des déchets plastiques, ça, tout le monde en entend parler, mais du réchauffement global. Et Ici commence la mer, c'est une campagne qui se passe beaucoup avec les écoles, justement. Et c'est de faire comprendre que le moins de petits papiers, mégots ou plastique qu'on jette dans la rue, il va dans les égouts et il tombe, il se retrouve un jour ou l'autre dans les océans. Donc, même si on est à 200 km des côtes, on peut déjà agir pour la protection des océans et que c'est primordial pour l'avenir. Et voilà, ça, c'est une cause qu'on essaye de défendre le plus possible, de façon ludique aussi, de pas tout être dans le catastrophisme, mais de faire prendre conscience aux gens, de changer les mentalités. Et les enfants, pour ça, sont géniaux. Donc, ça leur permettra d'éduquer leurs vieux parents. Il y a des dossiers pédagogiques qui sont liés aux grandes courses au large. C'est un support qui marche très bien auprès des enseignants, en dehors des causes à soutenir, mais il y avait les enseignants prenaient les courses au large pour apprendre de façon ludique certains thèmes, que ce soit au niveau des latitudes, longitudes, de la géographie, de l'histoire des continents, etc., par exemple. Et du coup, il y a pas mal de messages qu'on peut faire passer, entre autres avec Ici commence la mer, de la gestion des déchets, du tri, de la gestion de sa consommation d'eau. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut aborder de façon ludique et que le fil rouge soit une course à suivre, mais que le fond soit bien porteur. Le fond soit porteur, ouais. Ah, génial. Écoute, un tout grand merci pour ton temps. Avec plaisir. Et puis au plaisir de voir ton film sur grand écran bientôt. Alors. Voilà, bonne vision et puis à très bientôt, que ce soit sur un ponton ou ailleurs. Tu retrouveras toutes les infos sur Jonas dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page de l'épisode sur storylific.com pour encore plus d'infos, de photos, de vidéos, de citations et les liens vers les infos mentionnées dans l'épisode. Si tu veux soutenir davantage le podcast et le projet qu'il soutient, tu peux m'aider énormément en faisant un microdon sur patreon.com/storylific. Tout
Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode et sur storylifique.com/sentier. Un merci tout particulier à Audrey, Jason, Pierre, Xavier et Roman pour leur soutien de la première Europodcast qui plante des arbres avec les oreilles. Merci au festival Into the Wild de m'avoir validé comme partenaire de l'événement et merci à toi pour ton écoute et ta fidélité, c'est énorme. Rendez-vous dans 2 semaines avec Maxime Richard, le kayakiste quadruple champion du monde en descente de rivière. À bientôt!